Le paragraphe 172.1 du Code criminel énonce l'infraction de leurre d'enfant. Cette infraction est commise lorsqu'un adulte utilise un moyen de télécommunication pour cibler un enfant ou une personne qu'il croit être un enfant, afin de commettre contre cet enfant une autre infraction, par exemple l'exploitation sexuelle ou l'agression sexuelle. L'infraction de leurre d'enfant est une infraction mixte, ce qui signifie que le procureur de la Couronne peut choisir de poursuivre le contrevenant soit par voie de mise en accusation, pour une infraction plus grave, soit par procédure sommaire, pour une infraction moins grave. La peine minimale obligatoire pour leurre d'enfant est un emprisonnement d'1 an si le contrevenant est déclaré coupable par voie de mise en accusation et un emprisonnement de 6 mois s'il est déclaré coupable par procédure sommaire. Dans la première affaire concernée, M. Maxime Bertrand Marchand a plaidé coupable à un chef d'accusation de contact sexuel et à un chef d'accusation de leurre d'enfant. À l'étape de la détermination de la peine, M. Bertrand Marchand a contesté la peine minimale obligatoire d'emprisonnement d'1 an prévue pour les personnes déclarées coupables de l'acte criminel de leurre d'enfant, soutenant qu'elle était incompatible avec l'article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés, disposition qui protège les gens contre les peines cruelles et inusitées. La juge lui a donné raison et a conclu que la peine minimale obligatoire d'1 an serait exagérément disproportionnée à la peine de 5 mois d'incarcération qu'elle lui infligeait et qui devait être purgée en même temps que la peine qui lui a été imposée pour contact sexuel. Les juges majoritaires de la Cour d'appel ont confirmé la sentence prononcée par la juge, ainsi que la conclusion de cette dernière selon laquelle la peine minimale obligatoire était inconstitutionnelle. Dans une affaire distincte, H.V., dont le nom ne peut être révélé en raison d'une ordonnance de non-publication visant à protéger la victime, H.V. donc a plaidé coupable à un chef d'accusation de leurre d'enfant. Il a contesté la peine minimale obligatoire de 6 mois d'incarcération prévue pour l'infraction de leurre d'enfant, punissable sur déclaration sommaire de culpabilité, plaidant lui aussi qu'elle violait l'article 12 de la Charte. Le juge de la Cour du Québec lui a donné raison et lui a plutôt infligé une peine de 2 ans de probation et de 150 heures de travaux communautaires. En appel, la Cour supérieure a modifié la peine et l'a fixée à 4 mois d'emprisonnement. Elle a en outre reconnu que, bien que la peine minimale obligatoire ne soit pas exagérément disproportionnée à la peine infligée à H.V., elle le serait dans d'autres situations raisonnablement prévisibles. La Cour d'appel a confirmé cette décision. La Cour suprême a accueilli en partie l'appel de la Couronne dans le cas de M. Bertrand Marchand et elle l'a rejeté dans le cas de H.V. Les peines minimales obligatoires sont exagérément disproportionnées dans diverses situations prévisibles. Rédigeant les motifs de jugement des juges majoritaires, la juge Martin est arrivée à la même conclusion que les tribunaux inférieurs dans les 2 affaires, soit que les peines minimales obligatoires pour leurre d'enfant sont incompatibles avec l'article 12 de la Charte. Comme elle l'a expliqué, l'invalidation des peines minimales obligatoires ne signifie pas que le leurre d'enfant est une infraction moins grave. Dans certains cas, la peine appropriée sera un emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à la période prévue pour les peines minimales obligatoires inconstitutionnelles. Mais la juge Martin a souligné, je cite, « Les périodes obligatoires d'incarcération s'appliquent à une gamme de comportements si exceptionnellement vaste que des peines exagérément disproportionnées sont infligées dans des scénarios raisonnablement prévisibles. » Fin de la citation. Elle a rejeté les 2 appels sur cette question. Toutefois, la juge Martin a accueilli l'appel de la Couronne concernant la durée de la peine infligée à M. Bertrand Marchand. À son avis, la première juge a minimisé le préjudice causé à la victime en omettant de reconnaître qu'il y a eu manipulation psychologique et en sous-estimant les actes de M. Bertrand Marchand, ce qui a eu pour effet de minimiser le caractère répréhensible de l'infraction de leurre et les préjudices distincts qu'elle cause. Pour ces raisons, la juge Martin a haussé de 5 mois à 1 an la peine d'emprisonnement et elle a indiqué que cette peine devrait être purgée après celle qui lui a été infligée pour contact sexuel plutôt qu'en même temps que celle-ci. Je vous présente mes invités pour cette discussion autour de l'arrêt dont il est question aujourd'hui. Devant moi et avec nous, donc, Maître Zalman Aouzi. Maître Aouzi est un avocat criminaliste et il exerce au sein d'un cabinet qu'il a fondé lui-même, en 2011 d'ailleurs, et il est de ceux qui croient vraiment que chaque individu
qui est accusé a le droit fondamental d'être représenté et accompagné dans ce processus judiciaire, y compris des gens qui sont plus marginalisés dans la société. Maître Aouzi, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et à ses côtés, le professeur Hugo Gilbert Tremblay. Monsieur Gilbert Tremblay a une formation à la fois en droit et en philosophie. Je ne sais pas si c'est très fréquent, mais c'est probablement une anomalie. En tout cas, on va en profiter aujourd'hui. Il s'est joint à la faculté de droit de l'Université de Montréal en 2023. La théorie du droit, liberté d'expression, rapport entre la science et le droit, ce sont des questions qui l'intéressent particulièrement. Alors, à vous aussi, merci d'avoir accepté notre invitation. Un plaisir. D'abord, un petit éclaircissement. Est-ce qu'on est dans un domaine très, très, très contemporain? Parce que le paragraphe 172.1 du Code criminel énonce l'infraction de l'heure d'enfant, dont il est question ici dans 2 cas différents, lorsqu'un adulte utilise un moyen de télécommunication pour cibler un enfant ou une personne qui croit être un enfant, bien évidemment. Donc, le mot télécommunication nous ramène à une période tout à fait contemporaine, même si essayer de leurrer des enfants et abuser de leur crédibilité, ça c'est probablement fait de tout temps. Mais là, on est vraiment dans un domaine où il faut ajuster nos pendules à l'heure d'aujourd'hui. Absolument. Donc, effectivement, il faut ajuster nos pendules à cette mutation technologique radicale qui a fait en sorte, et la Cour suprême dans l'arrêt Bertrand Marchand insiste là-dessus dès le premier paragraphe, les juges majoritaires nous disent que l'idée que les enfants seraient en sécurité à partir du moment où on verrouille la porte de la maison, c'est une idée qui est révolue parce qu'avec l'accès non supervisé des enfants à Internet, n'importe qui, finalement, peut accéder aux enfants par le biais donc, de ces moyens de télécommunication, de telle sorte qu'il n'y a plus de mur étanche qui les protège. Et c'est pourquoi l'infraction de l'heure, précisément, a été instaurée, créée en 2002 par le législateur pour répondre à ce besoin de protéger les enfants par-delà les murs de la maison. Donc, c'était il y a un peu plus de 20 ans et aujourd'hui, on mesure mieux que jamais à quel point c'était nécessaire d'intervenir parce que les cas sont multipliés. Ceux qui sont connus et qui se retrouvent devant les tribunaux, c'est peut-être la pointe de l'iceberg, on le sait. La quête des policiers pour traquer les abuseurs en tout genre est un travail absolument considérable. Donc, c'est vrai, Maître Aouzi, on est dans du droit criminel qui se forme avec, j'allais dire, chaque dossier qui est amené devant les tribunaux. Ça oblige tout le monde à réfléchir et à raffiner un peu le traitement qu'on fait de ces cas-là. Oui, nécessairement, puisque la technologie est en pleine évolution. Il y a quelques années, il y avait plusieurs des plateformes qu'on n'utilisait pas, qu'on utilise aujourd'hui. Et chaque dossier qu'on traite, à chaque fois, il y a des nuances différentes, il y a des spécificités différentes. Et dans la négociation, dans les procès, dans les sentences, les juges sont appelés justement à développer ce domaine qui évolue à chaque jour. Et les raisons pour lesquelles on s'est retrouvé avec ces 2 causes proches l'une de l'autre jusqu'à la Cour suprême, on y reviendra, c'était sur l'imposition ou non des peines minimales selon la façon dont l'accusé a été amené devant le tribunal. On en reparlera tout à l'heure, mais tout au cours de la réflexion dans les tribunaux inférieurs, mais à la Cour suprême aussi, il y a une question centrale, la protection des enfants. Et ça, les juges, à chaque fois, insistent là-dessus énormément. J'allais dire un peu en accord avec ce qui se passe dans la société. Autrement dit, on a une sensibilité beaucoup plus grande aujourd'hui sur la nécessité de protéger ces enfants-là qui sont des victimes trop faciles. C'est vrai dans tous les cas d'agression, y compris pour les femmes, mais dans le cas des enfants, là, il y a aucun doute, il y a aucun moment où on laisse entrevoir une mollesse, j'allais dire, des tribunaux là-dessus. Oui, tout à fait. Puis, en fait, il y a eu une décision importante de la Cour suprême du Canada en 2020, l'arrêt Frazen, qui est venu vraiment aussi confirmer une tendance qui était déjà claire par les interventions législatives successives qui ont eu lieu, qui avait augmenté constamment les peines maximales, puis aussi instauré des peines minimales en matière de tout ce qui concerne les infractions sexuelles commises à l'égard des enfants. Mais d'une certaine manière, la Cour suprême, dans l'arrêt Frazen, va en 2020 prendre acte de cette volonté législative de durcir les peines et va aussi effectivement insister sur le fait qu'il y a eu un accroissement considérable de la conscience du préjudice qui résulte des infractions sexuelles commises à l'égard des enfants. Oui, et donc, je le rappelle, les juges, eux aussi, insistent tout le temps.
Et ça a à voir, vous évoquez le fait qu'on a eu tendance à augmenter les peines au fur et à mesure des récentes années, en tout cas. Et ça, Maître Aouzi, ça répond en écho à la question qui était amenée par les deux accusés qui s'étaient reconnus coupables, d'ailleurs, des crimes dont ils étaient accusés, sur la peine minimale, ou les peines minimales, devrais-je dire, parce qu'il y a deux façons d'amener un individu à procès, selon qu'on accuse d'une manière ou d'une autre, et ça le place dans une catégorie ou une autre par rapport à la peine minimale à lui imposer. Expliquez-nous ce qu'est la différence entre les deux. Donc, l'infraction de leurre est une infraction mixte, c'est-à-dire la couronne a le choix de procéder par mise en accusation ou par voie sommaire. Par mise en accusation, ce sont des infractions qu'on peut catégoriser comme des infractions un peu moins graves, si on veut, en ce qui concerne... Oui, donc ce sont des infractions moins graves. Les peines maximales sont nettement moins élevées versus des infractions par mise en accusation. Ce sont des infractions qui sont nécessairement plus graves et les peines, forcément, sont plus élevées. Dans le cas de l'infraction de leurre, vu que c'est une infraction mixte, la couronne a le choix, sa discrétion, de procéder soit par accusation, soit par voie sommaire. Et les peines minimales dans les deux cas sont pour une infraction par voie sommaire. C'est 6 mois. Pour l'infraction l'infraction de leurre par mise en accusation, c'est 12 mois. Et donc, c'est un peu ce que la Cour suprême, dans la majorité, on vient reprocher, ça fait partie de l'analyse, c'est que c'est le choix du discrétionnaire de la couronne qui va déterminer si la personne va écoper soit d'une peine minimale de 6 mois et de 12 mois. Et ça, c'est au cœur du débat, même si, j'allais dire, la Cour est obligée et veut mener deux discours en même temps. Oui, des peines de plus en plus lourdes et de plus en plus longues, on le constate, et j'allais dire, on encourage presque que ça se passe comme ça dans les tribunaux parce que c'est inacceptable et que l'opinion publique le réclame. Le législateur aussi le réclame, tout le monde est à peu près d'accord. C'est sur le minimum qu'il y avait un débat. Et à l'intérieur même, je ne sais pas si ça a été très chaud par moment entre les juges à la Cour suprême, mais reconnaître qu'il puisse y avoir un minimum, oui, mais lequel? Et est-ce qu'il n'y a pas une place à la discrétion, d'un juge pour voir, parce que il n'y a pas deux cas pareils. Ce sont toutes des agressions, toutes inacceptables, mais il n'y a pas deux situations pareilles. Tout à fait. Mais en fait, ce qui est intéressant, moi, c'est comment je conçois la peine minimale obligatoire. Je le vois comme un symbole de la perte de confiance du législateur à l'égard de la magistrature. C'est-à-dire à quel moment le législateur décide-t-il d'instaurer une peine minimale? C'est au moment où il considère que, d'une certaine manière, il ne peut plus faire confiance au juge pour infliger des peines qui vont refléter sa propre conception de ce que c'est une peine juste et proportionnée. Autrement dit, il considère, le législateur, au moment d'intervenir, que les juges infligent des peines qui sont, à ses yeux, du point de vue de sa philosophie pénale, trop clémentes. Donc, qui, par exemple, insistent trop sur la réinsertion sociale par rapport à des objectifs comme la dissuasion ou la dénonciation. Et pourquoi c'est un symbole de la perte de confiance? Parce qu'à partir du moment où une peine minimale est mise en place, ce que ça veut dire, c'est que le juge n'a absolument aucun pouvoir discrétionnaire de contourner la peine que le législateur a décidée. Donc, d'une certaine manière, le législateur impose sa philosophie pénale au juge et le juge a les mains liées. Il ne peut rien faire d'autre que l'imposer ou, à moins, en fait, de la déclarer contraire à l'article 12 et donc inconstitutionnelle. Mais donc, il y a vraiment aussi, d'une certaine manière, si on regarde les choses plus largement, il y a une sorte de conflit entre le pouvoir législatif d'une part et le pouvoir judiciaire d'autre part qui se révèle à travers les peines minimales. D'un côté, le législateur va prétendre qu'il a une plus grande légitimité démocratique pour imposer les peines qu'il souhaite imposer et de l'autre côté, eh bien, les juges, ils ont un rôle de gardien des droits fondamentaux et donc ils sont les gardiens de la Constitution. Et donc, ils doivent affirmer la suprématie de la Constitution face au pouvoir du législateur. Alors, est-ce que j'exagère moi-même, Maître Aouzi, en disant que la Cour suprême ne tient pas un double discours, mais elle réaffirme qu'il faut être ferme dans tous les cas d'agression, mais en même temps, aimerait donc pouvoir laisser une vraie latitude à
pour tenir compte des circonstances si particulières. Hein. Je disais tout à l'heure, il n'y a pas deux cas pareils et c'est pas nous ici aujourd'hui qui allons établir des critères, mais on voudrait qu'il y ait justement une souplesse qui tienne compte de toutes sortes d'éléments dans chaque cause. Oui, mais justement, d'ailleurs, dans la décision, la Cour suprême, même si elle a invalidé les deux peines minimales, les deux, elle va imposer des peines plus lourdes pour les deux personnes, M. Bertrand Marchand et l'autre accusé également. Donc, en effet, c'est cohérent dans le sens où le tribunal, la Cour suprême va dire, dans les faits, dans la plupart du temps, les peines d'emprisonnement les sentences pour ce genre d'infraction vont souvent être plus lourdes, vont souvent être au-delà de la peine minimale actuelle, donc de 6 mois ou de 12 mois. Mais ce qu'on vient de dire, c'est que, justement, dans certains cas, il y a toujours il y a plusieurs situations, puis on parle dans la décision, on parle des situations, les victimes, c'est quoi le terme, mais on parle des personnes hypothétiques où, on va dire, dans ces cas, ces personnes, si on les impose des peines d'emprisonnement de 12 mois et de 6 mois, ça viole, ça va à l'encontre de l'article 12 de la Charte. Oui, et je ne sais pas s'il est trop tôt parce que ce jugement a été rendu en novembre 23, donc c'est très, très récent. Ouais. Mais est-ce qu'on a déjà pu voir l'effet de ça à la fois sur la façon dont les causes sont amenées devant les tribunaux et sur la façon dont les juges des tribunaux inférieurs les accueillent en ce moment? Autrement dit, est-ce que les signaux que la Cour suprême a envoyés ont été entendus? Pour ma part, dans ma pratique, ce qu'on voit souvent, c'est que les procureurs de la couronne, dans la négociation, parce qu'en fait, les peines minimales ont vraiment un effet, on le voit, le premier effet, c'est au niveau de la négociation. C'est-à-dire, est-ce qu'on va aller à procès? Est-ce qu'il y a quelque chose? Dès qu'il y a des peines minimales, prenons l'exemple de la peine minimale de 12 mois ou même de 6 mois. Si, par exemple, un accusé fait face à cette peine minimale, il sait d'emblée que il va écoper d'une peine d'emprisonnement. Et donc, ça fait en sorte que, est-ce que il va donner un mandat à son avocat d'aller négocier? Fort probablement que non. C'est-à-dire, c'est pas que fort probablement, mais c'est plus difficile parce qu'il sait déjà qu'il va aller en prison, c'est la peine minimale. Donc, les peines minimales deviennent problématiques pour, justement, ça enlève tout ce côté de l'individualisation des situations qui sont tellement vastes et tellement différentes les uns des autres. Et souvent, ce qu'on voit, c'est que, pour répondre à votre question, c'est que ce qu'on voit, c'est qu'il y a des positions, c'est-à-dire la couronne, en fonction de la jurisprudence, il y a déjà des tendances. Donc, on sait déjà que les infractions de l'heure valent entre 6 mois à 24 mois selon les différentes fourchettes. Maintenant, quand on prend ça comme le point de départ, après ça, ça nous permet, en tant que défense, mais également en tant que couronne, de dire, bon, ça vaut ça. Maintenant, en fonction de les circonstances particulières de cette affaire, l'accusé, la victime, la preuve, tous les autres éléments, là, on peut moduler de la peine qui est individuelle, qui prend en considération toute cette réalité. Et c'est justement l'importance d'avoir cette latitude pour pouvoir le négocier. On n'a pas parlé depuis tout à l'heure, professeur Gilbert Tremblay, du concept de sursis, parce qu'il peut y avoir condamnation avec une peine, mais est-ce que la possibilité de sursis existe et dans quelles circonstances? Alors, la possibilité donc d'une peine d'emprisonnement à sursis qui serait purgée à domicile existe, mais depuis tout récemment. Donc, d'abord, il fallait que la Cour suprême invalide les peines minimales, parce qu'avec une peine minimale obligatoire d'emprisonnement ferme, c'était impossible. Bien sûr. Et le législateur a récemment modifié les conditions d'octroi au sursis, ce qui fait en sorte qu'effectivement, la peine d'emprisonnement avec sursis est désormais disponible pour l'infraction de l'heure. Et on a vu quelques cas en 2023 de peine d'emprisonnement avec sursis. Alors, évidemment, il faut toujours... certains qualifient volontiers la peine d'emprisonnement avec sursis de sentence bonbon, mais en même temps, on a tous vécu récemment avec la pandémie de COVID-19 que être assigné à résidence, c'est pas nécessairement une partie de plaisir. Et donc, les tribunaux ont souvent rappelé qu'une peine d'emprisonnement avec sursis, où la personne, pendant une longue période de temps, doit
se plier à des conditions extrêmement strictes, rester à domicile, eh bien, ce n'est pas une sentence bonbon. En fait, c'est une peine qui peut être et souvent, donc les personnes qui écopent de cette peine-là vont avoir en fait des contraintes qui vont être durées beaucoup plus longtemps que s'ils avaient eu une peine d'emprisonnement. Et donc, c'est une peine qui permet de remplir les objectifs de dissuasion et de dénonciation selon les tribunaux. Donc oui, c'est une possibilité. Alors, il est clair que lorsqu'on lit la décision, on peut penser que ça va rester relativement rare, que la peine d'emprisonnement ferme va être privilégiée dans la majorité des cas, mais ça demeure que c'est accessible et donc des gens comme Maître Aouzi vont pouvoir plaider pour leurs clients une peine d'emprisonnement avec sursis. Si je peux ajouter un petit peu, en fait, ce qu'on retrouve justement la peine, quand on parle de peine, il y a plusieurs sortes de peines. On parle d'absolution qui est la peine la plus clémente jusqu'à une peine d'emprisonnement à perpétuité. L'arrêt en question, la décision, ce qu'elle vient dire, c'est que laissons aux tribunaux la possibilité d'imposer des peines individuelles à chaque personne, dépendamment de leurs circonstances. Dans les cas j'oublie toujours le terme, les personnes raisonnablement fictives, c'est quoi le terme? Les personnes que le tribunal... Les délinquants hypothétiques. La Cour, quand elle fait son analyse, dans une des situations... la personne, le tribunal, la Cour suprême, la majorité vient à la conclusion que cette personne, un jeune de 18 ans qui demande à son ami de lui envoyer, qui demande à sa copine de lui envoyer une photo à caractère sexuel pour après l'envoyer à son ami. Donc, il remplit les critères de l'infraction de l'heure. Quand le tribunal, quand la majorité fait cette analyse, elle vient à la conclusion que la personne va être retrouvée coupable de l'heure, mais la peine juste à imposer à cette personne serait d'une absolution conditionnelle. La dissidence vient à la conclusion que ça serait de 6 mois. Et donc, on voit ici, en fait, ce qui ressort de l'arrêt, c'est que pour chaque cas, et c'est justement le raisonnement, une grande partie du raisonnement de la majorité, pourquoi on invalide, c'est qu'on dit l'infraction de l'heure est tellement vaste. Ça peut être un message qui a été envoyé, ça peut être un message qui va durer des années, ça peut être un message qui a été envoyé dans le but de rencontrer la personne versus un message juste pour parler à une personne sans vraiment la rencontrer. Ça peut même être une conversation qu'un adulte a envers un policier qu'il pense être un enfant. Et donc, on dit le législateur a été intentionnellement assez large parce que l'infraction de l'heure est une infraction préventive. Right? On n'a pas besoin de commettre la deuxième étape. Dès qu'on échange, dès qu'on communique avec la personne, ça y est, c'est fait. L'infraction est commise. Et donc, elle est tellement large. Et donc, il y a tellement de situations raisonnablement prévisibles où la peine minimale de 6 mois et de 12 mois devient cruelle et inusitée parce que il y a des situations, les situations évoquées par la majorité de santé mentale, mais il y a également justement le jeune homme qui envoie un message ou on donne un autre exemple de l'enseignante qui envoie un message à son élève, puis on réitère que donc il faut quand même envoyer des messages clairs, mais de là à imposer des peines minimales, et donc le sursis, dans la plupart des cas, les accusés n'auront pas de sursis, mais il faut quand même individualiser la peine, laisser le choix. C'était pas la discrétion, mais la fonction d'imposer des peines, elle appartient aux juges. Laissez-leur faire leur travail. Dans la plupart des cas, ça va être emprisonnement, mais des fois, il faut moduler la peine pour que ça cadre justement avec le profil de l'accusé, la situation de la victime, etc. Dans un arrêt, et pas juste dans l'arrêt, mais dans l'exercice même de ce jugement que font en commun les juges de la Cour suprême du Canada, professeur Gilbert Tremblay, il y a un aspect pédagogique. Je pense que la plupart des gens, des professionnels diront que c'est pas la nuance entre 6 mois et 12 mois qui va empêcher un adulte de tenter de leurrer un enfant. Si c'était vrai, ce serait formidable, mais je pense que l'expérience nous prouve que c'est pas automatique. Par contre, est-ce que l'effet pédagogique sur le traitement qu'on va faire une fois la culpabilité reconnue dans les tribunaux, ça, déjà la pédagogie fonctionne. Je disais, c'est très récent, mais on ouvre toutes sortes de portes par cet arrêt-là en ce moment.
Alors, oui, je préciserai d'abord qu'effectivement, si il est vrai que l'arrêt Bertrand Marchand vient confirmer l'importance dans la majorité des cas de prononcer des peines sévères en matière de leurre, il n'en demeure pas moins que la Cour suprême n'a pas modifié la fourchette reconnue généralement en ce qui a trait à l'infraction de leurre poursuivie par mise en accusation. Déjà en 2016, la Cour d'appel du Québec, dans l'arrêt Rayo, avait parlé d'une fourchette entre 12 et 24 mois, puis c'est une fourchette qui continue de s'appliquer. Après ça, il y a eu des cas dans la jurisprudence de peines beaucoup plus lourdes, allant jusqu'à 48 mois, même 60 mois. J'ai même noté récemment une décision de la Cour du Québec qui a imposé une peine de 8 ans de pénitencier pour l'infraction de l'heure. Cela dit, effectivement, on peut douter que ce message de sévérité ait un impact réel sur le nombre d'infractions sexuelles envers les enfants, puisque on peut effectivement douter que le délinquant, avant de commettre de tels gestes, a ces deux plateaux de sa balance décisionnelle, et puis qu'il met les décisions de la Cour suprême et les changements en matière de peine sur un plateau, et puis ça peut faire en sorte qu'il va se retenir d'agir ou pas. On peut douter de ça. Cela dit, il est vrai que vous parlez de pédagogie. Il y a certainement un message de dénonciation qui est fait et ça, c'est plus ce qu'on appelle la dimension expressive du droit pénal, c'est-à-dire que le droit pénal, c'est une institution qui communique des messages. Et ce ne sont pas des messages qui s'adressent seulement aux délinquants sexuels dans ce cas-là, mais qui s'adressent à toute la population et qui vient rappeler l'importance, par exemple, qu'on accorde dans notre société à la dignité des enfants, à la protection de leurs droits et de leur droit d'être à l'abri, finalement, d'infractions commises à leur encontre. Et donc, je dirais qu'il y a certainement un effet de renforcement symbolique des normes. Et ça se traduit par, oui, dans les médias, dans la dénonciation collective, dans le discours social, ça se traduit par, effectivement, une condamnation de plus en plus forte. Est-ce qu'éventuellement, ça peut se traduire par une dissuasion? La question demeure ouverte, mais... Dans les deux cas qui nous intéressent aujourd'hui, les accusés invoquaient l'article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés, donc qui protège les gens contre les peines cruelles et inusitées. Est-ce que cet arrêt vient de changer quelque chose dans cette perception-là? Qu'est-ce qui est cruel et inusité? Ce sont des principes théoriques. C'est pas, on mesure pas au kilo. Même si on a deux plateaux de la justice, là, c'est impossible de faire ça, mais en même temps, c'est quelque chose qui existe. La notion de cruauté, de caractère inusité, je pense que à peu près tout le monde peut comprendre, mais ça se mesure très mal. Est-ce qu'un arrêt comme celui-là intervient dans ce débat-là? En fait, peut-être je laisserai mon collègue qui est professeur répondre à cette question, mais c'est sûr que les deux, on parlait de ça avant, les deux positions se défendent, c'est-à-dire on peut être en accord. C'est-à-dire, on peut difficilement être en désaccord que les peines d'emprisonnement pour des infractions commises envers des enfants devraient être de plus en plus lourdes. C'est évident dans le sens qu'on devrait envoyer un message clair. Et là, ça devient, quand on regarde la dissidence, justement, c'est exactement le raisonnement de la juge Côté, où elle dit comment est-ce que se fait-il qu'une peine d'emprisonnement de 6 mois ou de 12 mois pour un adulte qui va exploiter et va communiquer avec un enfant pour justement arriver à des fins sexuelles, comment est-ce qu'on peut dire que cette peine est cruelle et inusitée au point où de choquer la société? Oui, cet argument se tient, c'est sûr. Mais au-delà de ça, je laisserai mon collègue parler Oui, parce qu'on est peut-être plus au plan philosophique encore que... C'est pas le champ d'activité d'habitude de la Cour suprême, mais peut-être que j'ajouterais simplement qu'effectivement, lorsqu'il est question de notion de peine cruelle et inusité, évidemment, la Cour suprême, au fil de ses jugements, et ça remonte en ce qui a trait à l'interprétation de l'article 12 de la Charte, on peut remonter à l'arrêt Smith en 1987, donc la Cour suprême a tenté de clarifier, de donner un sens un tant soit peu objectif pour qu'il y ait une certaine prévisibilité juridique de cette notion-là, mais il n'en demeure pas moins qu'effectivement, la notion de peine, la notion de qu'est-ce qui est exagérément disproportionné, qu'est-ce qui est contraire aux normes de décence, ce sont des notions qui sont imprégnées néanmoins d'une certaine subjectivité, c'est-à-dire d'une certaine philosophie pénale. Quelle
poids on donne dans nos valeurs, par exemple, à la réinsertion sociale par rapport à la dénonciation. Et ça, évidemment, ça peut varier d'un juge à l'autre. Et pour vous donner un exemple de ça qui est assez frappant, la juge de première instance, Marie-Claude Bélanger, donc dans l'affaire Bertrand Marchand, donc qui avait déclaré elle-même invalide, contraire à l'article 12, la peine minimale de 1 an qui devait être infligée à M. Bertrand Marchand, elle a considéré qu'une peine juste et appropriée dans ce cas-là, ça aurait été une peine de 5 mois. Or, elle va dire que la peine de 1 an, selon elle, le tribunal estime qu'un public bien informé de l'ensemble des circonstances de la présente affaire serait outré de voir M. Bertrand Marchand se voir imposer 12 mois de détention pour cette infraction. Donc, un public bien informé. Or, c'est exactement ce que la Cour suprême va faire, c'est-à-dire la majorité, les juges, tous les juges de la Cour suprême vont être d'accord pour dire que M. Bertrand Marchand méritait en vérité une peine de 12 mois. En matière de l'heure. Et donc, on voit le décalage qui peut se faire d'un juge à l'autre. Et on le voit aussi à l'intérieur même de la décision, lorsque la Cour va examiner certains scénarios hypothétiques, sans entrer dans les détails, la majorité va conclure qu'une peine de 30 jours à purger de façon discontinue serait suffisant dans un cas, et la juge du côté de la dissidence va dire que de son point de vue, c'est une peine de 9 mois qui s'imposerait. Donc là, on parle d'une peine 9 fois plus sévère à ses yeux. Alors, il est évident qu'ici, il y a des différences de philosophie pénale entre ces différents juges qui se traduit par une appréciation qui est très décalée. Oui. Ça explique en partie la dissidence. Effectivement, il y a une juge, en l'occurrence dissidente, les autres constituant la majorité. Est-ce que ça montre aussi qu'il y a pas forcément un flottement, mais que la Cour suprême, peut-être comme les autres tribunaux inférieurs, mais la Cour suprême, en tout cas certainement, est à l'écoute des Canadiens et pas juste des législateurs. On a souvent dit que depuis quelques décennies, en tout cas, certainement, le plus haut tribunal au pays a démontré son caractère libéral, disons, pas au sens des partis politiques, là on s'entend, mais au sens philosophique. Et que, par contre, dans certains cas, comme les agressions contre les enfants, contre les femmes, contre les minorités de façon générale, on serait plus conservatrice dans la mesure où on applaudit, on souhaite, comme une grande partie de l'opinion publique, des peines de plus en plus lourdes. Autrement dit, les deux choses peuvent exister simultanément, même si ça a l'air un peu paradoxal. Et donc, dans ce sens-là, l'arrêt qui nous intéresse aujourd'hui vient démontrer ça. Les deux peuvent exister, y compris à l'intérieur d'un même jury de nos meilleurs juges au pays. Ben, en fait, justement, la décision, c'est pas que c'est trompeur, mais moi, je vous ai parlé de ça plus tôt, quand on m'a invité à présenter ou à parler de cette décision, la première chose qu'on avait parlé, que la manchette était « La Cour suprême vient invalider les peines minimales ». La grande majorité, dans les faits, quand on lit la décision, une grande partie de la décision, c'est une extension de l'arrêt Freecing de 2020 où le tribunal, la Cour suprême, impose des directives envers comment les tribunaux devraient imposer des peines pour des crimes envers des enfants. Et une grande partie de cette décision, même si au final on invalide les peines minimales, c'est une extension de cette décision. On parle des préjudices distincts de l'infraction de l'heure. On parle de comment on devrait, puis au final, la Cour, puis je me répète, mais la Cour suprême dit, dans la plupart des cas, les peines vont être même plus élevées que la peine maximale. Et pour revenir à ce que mon collègue a mentionné plus tôt, c'est que les peines qui sont imposées par des juges en première instance c'est pas juste pour la personne qui va être accusée, il y a des implications pour la société en général. C'est-à-dire, si une personne reçoit une peine d'emprisonnement, admettons, d'une absolution conditionnelle versus une peine d'emprisonnement de 12 mois, le message que ça envoie que ce soit à travers les médias, que ce soit à travers, peu importe, est quand même important parce que si on voit qu'il y a des peines qui sont nettement trop faibles, trop clémentes qui vont être imposées, ça a un effet sur
le système de justice entier, on perd confiance, mais également pour des victimes futures potentielles qui vont se dire, pourquoi est-ce que je vais aller dénoncer ces crimes si au final, il n'y a rien qui va arriver. Donc, en effet, la Cour suprême réitère que pour des crimes contre des enfants, les peines sévères sont nécessaires, mais on veut quand même que les tribunaux, les juges, que leur fonction, c'est dans leur fonction d'imposer des peines, on leur laisse faire leur travail. Oui, donc on ne veut surtout pas interpréter ce désaccord avec les peines minimales comme étant un signal de laxisme. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire, on ne veut pas ça. Par contre, qu'est-ce que ça dit au sujet, vous avez prononcé le mot tout à l'heure, professeur Gilbert Tremblay, sur le principe de réinsertion dans la société? Parce que oui, trouver des coupables, les condamner, leur faire reconnaître leurs crimes, parfois les emprisonner, parfois pas, mais l'idée derrière ça étant qu'un crime commis est puni, ensuite il y a une possibilité de réinsertion. C'est pas la fin de la vie de l'accusé, même s'il a été trouvé coupable. Qu'est-ce que ça dit au sujet de ce principe-là qui est capital dans notre système juridique, à nous en tout cas? Alors, dans l'arrêt Bertrand Marchand, ce qui ressort clairement, et puis on pourrait aussi évoquer d'autres décisions, c'est qu'en ce qui a trait aux infractions sexuelles, à la fois lorsque les enfants sont victimes, donc les mineurs, mais aussi lorsque des adultes en sont victimes, on assiste certainement à ce qu'on pourrait appeler un tournant punitif dans les dernières années. Et ce tournant punitif-là se traduit effectivement par un recul de l'objectif de réinsertion sociale. Alors, la Cour suprême rappelle dans l'arrêt Bertrand Marchand que cet objectif-là ne doit pas être éclipsé complètement, surtout lorsqu'il est question de troubles mentaux, par exemple. Il faut que l'objectif de réinsertion sociale revienne à l'avant-plan, ou en tout cas acquiert un certain poids. Mais il n'en demeure pas moins que ce qui se dégage, la tendance générale des dernières années, c'est que pour dénoncer ce genre d'infraction-là, il y a une forme de consensus qui a été qu'on pourrait dire approuvé par la Cour suprême elle-même, à l'effet que les peines d'emprisonnement sont la meilleure façon de communiquer ce message de dénonciation-là. Alors, on peut être en désaccord ou pas avec ça, mais ça reste que c'est la tendance qui se dégage. Pour dénoncer de tels crimes, ça passe par une peine d'emprisonnement. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que nécessairement, l'objectif de réinsertion sociale, les prisons n'étant pas connues pour favoriser particulièrement la réinsertion, l'objectif donc de réinsertion sociale recule. Par contre, ça peut satisfaire à la fois l'opinion publique et le législateur qui se dit, à juste titre, représentant de ceux qui les ont élus, donc de gens qui souhaitent qu'on soit effectivement, sinon implacable, mais en tout cas très ferme sur la façon de traiter ces dossiers-là. Le signal là-dessus, il est clair. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que le législateur, il est et puis d'ailleurs, les tribunaux, on évoquait tout à l'heure l'arrêt Friesen en 2020, qui est certains considèrent que c'est cette décision-là qui est responsable en tout cas d'une accélération de ce tournant punitif-là. Mais en vérité, lorsqu'on lit la décision, on constate que, en fait, la Cour suprême a simplement pris acte aussi de la volonté maintes fois réitérée par le législateur à travers toutes sortes de signaux, notamment, je pense entre autres à l'article 718.01 du Code criminel, qui a été adopté en 2005, si j'ai bonne mémoire, et qui consiste à contraindre les juges à donner une préséance aux objectifs de dénonciation et de dissuasion par rapport à tout autre objectif dès lors qu'il y a mauvais traitement à l'égard d'une personne de 18 ans. Donc, ce message-là est aussi par l'augmentation des peines. À un moment donné, la Cour a dit, voilà, le législateur a le droit d'adopter sa propre philosophie pénale et on pourrait dire d'ordonnancer les différents objectifs pénologiques en fonction de sa vision de ce qui est grave et de ce qui est moins grave. Et j'ajouterais les législateurs, parce qu'avec les dates que vous évoquez, on passe à travers plusieurs gouvernements de types et de tendances différentes sur la façon de gérer la justice, la fermeté des peines, etc. Hein? Mais c'est vrai que pour les juristes, il y a le législateur au singulier qui devient une sorte d'abstraction surplombante, sans visage et sans couleur. Mais il y a eu plusieurs gouvernements et chaque gouvernement avait sa propre philosophie pénale.
on peut clairement le constater. Oui, et cet arrêt-là, cette cause-là devant la Cour suprême, et c'est pas la seule, ça aurait pu être un piège, en fait, pour la Cour suprême, parce que des invitations à entrer sur le champ politique dans une décision comme celle-là, elles sont réelles. En effet, et je pense que c'est un peu ce que la dissidence, la juge Côté, elle vient reprocher justement à la majorité d'interférer dans le choix législatif de donner préséance justement à la deference au principe de la dénonciation. Et ça s'argumente bien, c'est-à-dire en effet, le législateur qui a été élu par le public a le choix c'est-à-dire de légiférer et de donner des directives aux juges comment appliquer des peines. Cependant, ce que la majorité vient dire, c'est que ce pouvoir a des limites. Ces limites, c'est l'article 12 de la Charte. Et c'est justement ça la différence entre la majorité et la dissidence. Si je peux me permettre de renchérir justement sur ce que dit mon collègue, c'est certain que plus il y a un décalage entre la conception que se fait la Cour suprême de ce que c'est une peine cruelle par rapport aux perceptions populaires de ce que serait une peine cruelle. Si on fait un sondage d'opinion, une peine de 1 an ou de 6 mois en matière de l'heure, probablement qu'il y aurait un faible pourcentage de la population qui considérait que c'est une peine cruelle. C'est sûr que plus la Cour suprême est en décalage avec cette conception-là, plus elle prête flanc à une accusation qu'on voit circuler d'activisme judiciaire. C'est-à-dire que finalement, les juges substituent leur propre conception subjective de ce que c'est une peine cruelle à une conception qui serait, disons, plus enracinée dans la perception commune de cette notion-là de la cruauté. Mais ce que j'allais dire, c'est que dans la décision, la majorité a quand même été très claire et elle a rappelé un message qu'elle avait déjà lancé dans une décision antérieure en 2016, l'arrêt Lloyd. La Cour suprême a dit le législateur a effectivement le droit de vouloir durcir les peines et il a le droit aussi d'instaurer des peines minimales obligatoires. Mais encore faut-il qu'il nous laisse une petite marge de manœuvre. Et la Cour suprême va évoquer, au paragraphe 108 de la décision, la possibilité pour le législateur de mettre en place des peines minimales obligatoires, mais qui prévoirait en même temps une espèce de valve de sûreté, c'est-à-dire un pouvoir exceptionnel pour les juges, un pouvoir discrétionnaire résiduel qui leur permettrait, dans les cas où la peine s'avérerait exagérément disproportionnée, qui permettrait aux juges de dire ici, dans ce cas-là, on va faire on va faire une exception et on n'imposera pas la peine minimale obligatoire. Et la Cour suprême a dit que ça permettrait à la fois de préserver les accusés contre les risques d'injustice et d'autre part le législateur contre les risques de déclaration d'invalidité. Donc la Cour suprême, dans cet arrêt, ouvre la porte, mais ne donne pas les clés, n'inscrit pas de critères à partir desquels on serait dans une situation exceptionnelle. On dit, vous êtes juge, à vous de juger s'il y a un caractère exceptionnel et donc de passer outre cette définition ou cette imposition des peines minimales. Alors, ce serait au législateur peut-être de définir ces critères-là. Le législateur pourrait aussi décider de laisser le soin au juge de déterminer quels seraient les critères applicables pour déterminer qu'on est devant un cas exceptionnel. Mais c'est en tout cas une possibilité qui est reconnue par la Cour et qui a été reconnue dans d'autres décisions et qui existe dans d'autres juridictions, donc, et qui permettrait au législateur d'imposer sa vision, sa philosophie pénale, sans pour autant être constamment invalidé dans ses choix par la Cour suprême. Et ou par des appels à l'article 12 de la Charte canadienne, ce qui pourrait se produire évidemment à répétition. Hein. Chaque cas étant différent, chacun pourrait tenter de s'en prévaloir, c'est certain. Je remercie en votre nom à tous nos deux invités, Maître Salman Aouzi et le professeur Hugo Gilbert Tremblay, d'avoir accepté notre invitation à débattre de ce sujet-là absolument passionnant, sur lequel on aurait pu passer des heures d'ailleurs. Mais bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les deux. Merci.